Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la classe moyenne africaine. Notre dossier du jour nous conduira en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire. Au sommaire également de cette émission, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été choisi pour présider le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, un comité qui doit tenter de trouver des réponses rapides et concrètes à la crise que traverse la Libye depuis la destitution de Mouammar Kadhafi. Et puis nous évoquerons également la visite du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée équatoriale. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes, avec à ma gauche Malik Hacher. Malik, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, Amira. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et à ma droite, Alfred Chongo. Alfred, ravi de vous retrouver. C'est un ravissement réciproque, Amira, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a donc été choisi pour présider le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Un choix qui intervient ce 8 novembre. C'était à Addis Abeba en Éthiopie. Composé de 5 États africains, ce comité devra mettre en place une feuille de route précise lors du prochain sommet de l'Union africaine afin de trouver une solution durable à la crise libyenne qui perdure. C'est un reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Regardez. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, va diriger le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il a été désigné par ses pairs africains ce mardi 8 novembre à Addis Abeba au cours de la réunion du dit comité. Ce comité est composé de 5 pays, l'Afrique du Sud, la République du Congo, l'Éthiopie, le Niger et la Mauritanie. Une feuille de route sera présentée lors du prochain sommet de l'Union africaine. Le moment était quand même venu pour le continent africain de reprendre l'initiative et pour dire de reprendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait au dernier sommet de l'Union africaine à Kigali, où un autre comité de haut niveau de chefs d'État a été mis en place lors du sommet de Kigali. Le président de la République du Congo a réitéré la profonde préoccupation de l'Union africaine face à la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut et au processus politique toujours dans l'impasse en Libye. Cette situation marquée par de constantes luttes intestines menées par des milices armées empêche l'État de préserver son autorité et de maintenir l'ordre sur toute l'étendue du pays. Mais cette fois-ci, l'Union africaine veut apporter une solution aux problèmes libyens. Ce sont nos problèmes, nous allons les affronter, oui, ce ne sera pas simple. Mais la Libye, c'est quand même aussi ce pays membre fondateur de l'Union africaine et qui a joué un rôle en Afrique que vous connaissez et qui ne peut pas être laissé à la dérive. En avril 2011, Denis Sassou Nguesso faisait partie de la délégation des médiateurs mandatés par l'Union africaine pour tenter de faire cesser les combats en Libye. Mais la feuille de route présentée par les membres de cette délégation avait été rejetée par les insurgés. Le comité de haut niveau a recommandé d'inclure les pays voisins de la Libye comme membres à part entière du comité au prochain sommet de l'Union africaine. Alors, 5 pays africains composent ce comité, messieurs, le Congo, bien évidemment, mais aussi l'Éthiopie, le Niger et la Mauritanie. Comment ont-ils été choisis, Alfred, et disposent-ils, selon vous, de l'expertise et de l'expérience qu'il faut pour aider la Libye à sortir de la crise? Ce n'est pas la première fois que l'Union africaine, justement, crée un comité, un haut comité de suivi qui est présidé par des chefs d'État. Qu'on se souvienne qu'avant la crise libyenne, avant la chute de Mouammar Kadhafi, c'était présidé par Thabo Mbeki à l'époque. Mais on a vu le résultat. La Grande-Bretagne et la France, profitant de la résolution des Nations Unies, étaient passées au-dessus des propositions justement de ces hauts comités. Maintenant, ce qu'on a choisi, je ne pense pas qu'on l'ait choisi vraiment. Allez, si on prend simplement le président de ce haut comité, Denis Sassou Nguesso, il a des problèmes chez lui. Ce n'est pas le modèle de démocrate par excellence. Aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko est en prison, qui était un concurrent à l'élection présidentielle. Donc, je me dis, de quelle légitimité il dispose pour présider ce comité-là? Et puis, dans le reportage, on l'a signifié. Enfin, je ne comprends pas l'Union africaine. Il y a des pays frontaliers de la Libye qui sont aux premières loges de cette crise libyenne, qui en subissent les conséquences, mais ils n'en font même pas partie.
Là, il y a quand même un problème qui, je sais pas, d'intelligence de l'Union africaine pour régler le problème, quoi. Alors, Malika, on parle aujourd'hui de chaos. À la chute de Kadhafi, c'était il y a 5 ans. Maintenant, les tribus se sont armées, s'affrontant tous les jours. Une situation dont a profité Daesh et tous les autres groupuscules terroristes. On ne va pas tous les rappeler. Les pays voisins de la Libye, il y a quelques semaines, étaient en réunion. Il y avait l'Algérie, le Niger, par exemple. Ils se sont opposés clairement à une intervention militaire étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une intervention des pays amis et voisins, elle, peut être envisagée ? Quand on entend intervention étrangère, je pense que ces pays s'incluent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux aussi ne veulent pas intervenir en Libye. Je vous arrête, oui. Malik, s'il n'y a pas d'intervention militaire des pays voisins, voilà, comment la Libye seule va réussir à déloger tous ces terroristes? On sait que la Libye n'a pas vraiment de chef légitime, ni d'armée légitime. Comment va-t-elle faire alors? Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Compliqué justement de mettre la Libye sur les rails, l'État libyen sur les rails, tant qu'on n'a pas, je dirais, une situation sécuritaire qui soit stable. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'étais favorable à une intervention militaire, mais dans le sens où je privilégiais déjà la sécurisation des frontières. Je ne suis pas un expert militaire sur ce plateau, et on le sait bien, mais je pense qu'il était nécessaire que les États de la région protègent les frontières libyennes, parce que la Libye n'est pas capable de maîtriser les siennes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États riverains de la Libye protègent leurs propres frontières, mais n'ont pas le droit justement d'avoir un droit d'exercice au-delà des frontières. Il faudrait déjà parler sur ce point-là. Deuxièmement, tant qu'on n'arrivera pas sur le volet politique à avoir justement un chef politique qui puisse rallier et qui puisse être consensuel avec toutes les milices, on n'y arrivera pas Alors, Malik, sur ce point-là, on a le général Khalifa Haftar, très controversé. Un jour on l'aime, un jour on l'aime plus. Oui. Justement, est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas lui l'homme fort de la Libye? Est-ce que les autres États, dont le gouvernement d'union nationale et dont la communauté internationale, ne sont-ils pas obligés de composer avec cet homme il y a quelques mois qu'on n'aimait pas du tout? Oui. Je le pense parce que militairement, c'est lui qui est et il contrôle le croissant pétrolier. Oui, c'est lui qui est le plus à même justement de stabiliser la Libye. Je le pense, même si on n'a pas le choix. C'est pas de gaieté de cœur que je dis qu'il faut traiter avec le général Haftar. Mais sur le plan militaire, c'est lui qui occupe le territoire et c'est lui qui peut justement amener, je dirais, une certaine stabilité sur le plan militaire. Et il faut savoir que ce chef-là, même si les pays riverains ne le disent pas tout officiellement, le soutiennent en partie. Alors, très rapidement, Alfred, on n'a plus beaucoup de temps. Pour contextualiser, en fait, on a 4 entités actuellement en Libye. On a le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Serraj. On a le parlement de Tobrouk, ce qui reste de l'ancien parlement de Tripoli. Et enfin, on aura le général Haftar. Tant que ces 4 entités ne trouveront pas consensus, on ne pourra pas lutter contre le terrorisme. Absolument, on ne pourra pas, même si le général Haftar réussit quand même à contrôler de plus en plus l'État islamique et ses forces en Libye. Mais il faut effectivement qu'on arrive à l'unité politique nationale pour pouvoir justement régler tous ces problèmes-là. Et fin de la visite du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée équatoriale, au cœur des discussions de cette visite qui a duré 72 heures, la situation sécuritaire au Mali, mais aussi le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est un reportage de Léopoldo Némé Bansou, de Policarpo et d'Oumassa, un reportage qui a été commenté par Idlet Mirabel Bissou. Regardez donc. Fin de la visite d'État du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée équatoriale sur invitation de son homologue Teodoro Obiang-Nguema Zogo. Une visite de 72 heures qui avait pour objectif de renforcer la coopération sud-sud. Au menu de cette rencontre, la signature des accords bilatéraux, notamment sur l'aviation et la création d'un comité mixte de coopération dans plusieurs secteurs des deux pays. Le Mali vient de loin. Et ce Mali, aussi longtemps que le remonte, a toujours été un pays uni. Unifié. Donc nous aspirons à une paix sereine, de bonne aloi, seul propice à notre développement. C'est notre demande, elle est simple, mais elle est très forte. Depuis 2012, le Mali traverse une situation sécuritaire difficile. Cette rencontre de 2 chefs d'État a été l'occasion pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Zogo d'encourager son homologue malien dans sa lutte pour la stabilité et la réconciliation nationale. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Sur le plan économique, les Africains ont surmonté de nombreuses difficultés du passé grâce à la coopération inter-États. Nous avons surmonté l'analphabétisme, l'ignorance et la peur. Aujourd'hui,
L'Afrique est pour les Africains. La Guinée équatoriale soutient le président du Mali dans sa lutte pour la stabilité et le développement de son pays. Le président Mali que comptera con el apoyo de Guinée équatoriale. La rencontre entre les chefs d'État Théodore Obiang Nguema Zogo de la Guinée équatoriale et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali souligne la volonté des pays du continent africain de collaborer pour un développement commun et intégré. J'ai comme l'impression, Alfred, vous m'arrêtez, et j'ai en tout cas comme l'impression que le continent a saisi, ou est en train de saisir, ce qu'on regrette amèrement, autour de ce plateau, le manque de coopération sud-sud et donc le partenariat gagnant-gagnant. Oui, je pense, Amira, que vous avez mis le doigt sur voilà, cette question que nous soulevons souvent ici. Mais je pense que c'est très bien que ça se passe comme ça, mais l'un des chefs d'État africains qui a compris cela très vite, après ces années de tâtonnement, c'est le roi du Maroc, qui lance vraiment cette dynamique vers tous les pays pour renforcer cette coopération sud-sud au niveau de l'Afrique. Et donc là, c'est une perche qui est tendue entre les deux pays, en mettant en place cette commission mixte pour évaluer justement les champs du possible de la coopération entre les deux. C'est une très bonne chose. Et puis ensuite, en voyant sur quelle base juridique ils peuvent réaliser ces échanges, cette coopération, ça va dans le bon sens. Mais je crois qu'il faut multiplier toutes ces occasions-là. C'est-à-dire ne pas rester au niveau du verbe. Ça aussi, nous l'avons souvent dénoncé ici. C'est-à-dire que le temps d'une visite, on fait des belles promesses. Une fois chacun rentré chez soi, on n'en parle plus, on oublie tout. Oui, Malik, parce que les pays du continent plaident depuis longtemps pour la dynamisation des échanges intra-africains, mais le problème, c'est le décalage entre les ambitions politiques des dirigeants africains et les réalités économiques. On veut plus collaborer, mais on laisse par exemple les visas et toutes ces barrières tarifaires. Oui. On ne met pas justement la population au cœur du développement économique, du partenariat économique entre les pays africains. On parle souvent économie, mais on parle peu d'humain, et c'est regrettable. Je me réjouis qu'un pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique centrale se rejoignent sur beaucoup de choses. Mais il faudrait déjà, je dirais, coopérer davantage dans le domaine migratoire, pourquoi pas. Mais quand on voit la difficulté énorme qu'ont déjà les pays de l'Afrique centrale, par exemple, à se mettre d'accord sur la question migratoire, je n'ose pas imaginer que demain, il y aura un accord migratoire entre la Guinée équatoriale et le Mali, par exemple, pour permettre le déplacement des populations. Alfred a tout à fait raison, il est temps de dépasser ces histoires de mémorandum. On entend à chaque fois parler de mémorandum et non pas de partenariat d'exception entre les pays africains. Il est temps de le faire parce que le contexte économique international s'est dégradé et l'Afrique est un marché important et c'est à ces pays africains de prendre leurs responsabilités et de se dire finalement on a des intérêts communs et on doit faire des partenariats ensemble plutôt que se diriger tout le temps vers l'étranger. Parce que j'ai un chiffre qui tranche véritablement avec les propos de tous ces dirigeants. C'est 80%, plus de 80% des exportations africaines, Alfred, partent à l'étranger. C'est énorme. Tout à fait énorme, et puis ça ne profite pas à nos économies, alors que si on avait réalisé ce que nous rappelons souvent ici, dont nous venons encore de parler, c'est-à-dire cette intégration régionale, sous-régionale, en facilitant la libre circulation des biens et des personnes, en supprimant les barrières douanières ou en les allégeant, en supprimant les barrières de visa, je pense qu'on faciliterait beaucoup de choses. Et on permettrait la création aussi dans tous nos pays des industries de transformation sur place. On éviterait cette dépendance vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire de l'Europe et de l'Amérique. On a entendu, ce n'était pas notre candidat espéré, Donald Trump aux États-Unis, parler justement de ce protectionnisme des États-Unis. C'est un peu ça, c'est-à-dire que ils se rendent compte effectivement qu'il y a des accords, mais il faut favoriser le développement industriel, économique, etc. des États-Unis. Chez nous, on peut faire ça au niveau de nos États, d'autant que nous sommes dans un même continent. Mais évidemment, quand on voit les difficultés de circulation entre nos États, c'est quand même assez étonnant. Et puis on se dit, mais il faut que les chefs d'État aillent un peu plus loin que cela. Malik a raison de dire, ce sont les peuples qui doivent être au cœur de ces processus-là. Alors très rapidement, Mali, vraiment en quelques secondes, Guinée équatoriale, Mali, sur quel secteur ces deux pays peuvent-ils coopérer ?
Il y a beaucoup de secteurs. Là, je pense qu'on est dans une mise à plat. Et d'ailleurs, le cadre juridique est pratiquement absent, il faut le noter. Je pense que dans le partenariat agricole, dans le partenariat notamment minier, parce que la Guinée équatoriale est un pays à fort potentiel minier, et le Mali aussi. Donc, de ce côté-là, il y a des expériences communes à mettre en valeur. Et donc, je dirais que ça serait sur ces deux axes particulièrement. Bien évidemment, ça ne doit pas biaiser le développement diversifié. Nos États sont toujours amenés à développer toujours le secteur minier alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à développer. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.